Très bien. Stop. Et. Attention. Fin septembre 2019, atelier des ballets de Monte-Carlo. Nous assistons à l'une des premières séances de travail, au premier pas en quelque sorte, de ce qui sera la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot pour la compagnie des ballets de Monte-Carlo, une pièce inspirée du célèbre ballet romantique Coppelia, musique de Léo Delibes. The circle we go, and I finish here. So then I'm here, that's better. This one is okay, you see? Coppelia, ça fait quand même un bout de temps que vous en parlez, non? Oui, je suis hésité à l'appeler l'Arlésienne à un moment. Mais oui, ça fait un moment. Mais c'est très étrange d'ailleurs, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que rien n'arrive par hasard. Enfin, je veux dire que les choses, ou en tout cas que toute chose qui arrive peut se transformer comme quelque chose de positif, qu'il faut arriver à le construire. Ça, c'est pas encore. C'est vrai que ça fait 4-5 ans que j'y pense. Il y a eu une première tentative qui était faite avec un compositeur qui était Danny Elfman. La chose n'a pas pu se faire. On a reparti sur le même principe. Ça a encore capoté parce que Danny, outre le fait qu'il avait très envie de le faire, est un tel compositeur à Hollywood que même les ballets de Monte-Carlo, même ce que je peux lui proposer de plus passionnant au niveau orchestral, est difficile en comparaison de ce que Hollywood peut lui offrir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on n'a jamais réussi finalement à trouver ce terrain-là. Mais surtout, je pense que l'idée devait mûrir. Et puis, j'avais ce conflit fondamental avec la musique de Delibes. Parce que pour tout danseur de ma génération, qui ont commencé donc dans les années 70, mais même plus vieux, Coppelia a une signification un peu légère, un peu nunuche, un espèce de casse-noisette qui n'en est pas tout à fait un, avec une musique un peu naïve, un peu facile, mais qu'on a tous dans l'oreille, parce qu'on a tous chanté cette musique de Delibes à un moment. Et je n'arrivais pas à me détacher de cette image qui me collait dans la tête de quelque chose que je ne pouvais pas dépoussiérer. Voilà. Je n'arrivais pas à trouver la manière de le détourner. Même avant. Ouais. Oui, oui. Ta-da-da, ta-da-da. Oui, that's where for me it became a bit too natural there. Et puis j'ai lu ce livre extraordinaire de Villiers de L'Isle-Adam, écrivain du 19e, qui a écrit ce livre qui est absolument incroyable, dont je me suis aperçu qu'il avait une place très importante dans la littérature française. D'abord parce que l'écriture est magnifique, et parce que c'est probablement le premier roman de science-fiction qui ait lieu et qui s'appelle L'Ève future, et qui finalement raconte l'histoire de Coppelia. Je me demande même à quel point ça ne s'est jamais recoupé. Coppelia qui était au départ un conte d'Hoffmann. Qui est un conte d'Hoffmann. Alors comme tous ces contes-là, on n'en sait pas tout à fait l'origine, mais en tout cas, elle pose la problématique qui est assez intéressante dans la danse de l'automate. C'est-à-dire qu'il y a 3 grands sujets comme ça, qu'on retrouve l'automate dans la danse. Il y a le Petrouchka, évidemment, qui est très fort. Il y a Coppelia qui arrive probablement tel, et le casse-noisette, qui sont en fait ces 3 objets danseurs. Voilà. Coppelia, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, si on se projette et qu'on se dit qu'aujourd'hui on était au XXIe siècle, qu'est-ce que serait un automate réellement? Peut-on pas imaginer qu'on aurait très prochainement les moyens d'en créer quelque chose? Et comme disait Luc Ferry dans son dernier livre, si on remplace le métal par la silicone, finalement, on n'est pas loin déjà d'avoir des personnages presque réels automatisés. Donc c'est toute la problématique de cette création de l'être humain. On retrouve Frankenstein, on retrouve tous ces mythes-là, de la volonté de créer un être parfait, un être idyllique, un être idéal. Mais est-il seulement capable d'émotion? Est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre un jour à cette machine, à cette fabrique, à cet artifice de devenir réel, de transporter une émotion? Et là, ça devient une problématique très intéressante d'un point de vue chorégraphique. Tout Coppelia, Coppel, L-I-A. Voilà, alors IA, intelligence artificielle, pour 2 raisons. Parce que le sujet va parler de ça, parce qu'on va se projeter sur une société futuriste où finalement on s'aperçoit en ce moment que les choses bougent très très vite.
on parle de la génétique, on parle aussi de la capacité qu'on a maintenant artificiellement à construire une famille, à tomber enceinte. Il y a de tels progrès sur la génétique qui sont à la fois extraordinaires et de le côté parfois inquiétant. Comment on peut répondre à ça? Et puis la dimension de l'intelligence artificielle par rapport à la musique. On peut aujourd'hui, on est d'accord ou pas, se substituer à un orchestre de manière artificielle. On peut aujourd'hui, au niveau de la musique, créer quelque chose qui nous donne l'illusion d'entendre un orchestre, et pourtant ça n'en est pas un. Et là, il y a eu un travail pour moi qui était vraiment la clé du spectacle, trouver un moyen de créer une musique qui serait ni une musique dite académique, comme pourrait celle de Delibes, ni une musique contemporaine avec une volonté savante, je dirais, de réécrire la musique, mais de se rapprocher de cette dimension de la musique de film, genre souvent méprisé, mais cependant passionnant, parce que la musique n'est pas au service à ce moment-là du spectateur, elle est au service de l'acteur ou du danseur, elle révèle, amplifie ou démontre son émotion, et le spectateur prend la musique comme un accompagnement de l'émotion qu'on voit sur le plateau. Et j'avais jamais osé faire ça. Et donc, j'ai osé faire quelque chose qui pour moi aurait été scandaleux il y a encore 5-6 ans. Mais après tout, je me suis dit, réveille-toi, le monde a changé, tout le monde a accepté ça aujourd'hui. Ta morale n'est pas forcément de bon ton. Donc, tords le cou à Delibes, approprie-toi la musique de Delibes, fais-la réécrire par un compositeur et permets-toi de faire ce que tu n'aurais jamais fait avant, en considérant qu'il est dans le domaine public et que finalement, toute œuvre appartient à tout le monde, à partir du moment où on se l'approprie et qu'on en fait quelque chose qui justifie la raison pour laquelle on le fait. Et le résultat est étonnant, inspirant et très excitant. Et qui a signé cette musique? Mon frère. Ça, j'aime bien, ça. Pas là, ça marche bien. Refais-le ça, remets ça là. Finalement, ce qui était intéressant, c'est de se dire comment on pourrait se réapproprier Delibes, le donner à entendre en fait, parce que comme c'est une musique connue, et ça n'était possible qu'avec une musique connue, c'est de donner à entendre Delibes, mais en altérant son contenu, harmonique, légèrement, ou temporel aussi parfois, spatial quand il est diffusé, par exemple, il passe dans des réverbérations, des choses comme ça, et donc à ce moment-là, il devient plutôt souvenir, et c'était justement de voir, quand on réécoute ce Delibes modifié, en fait, qu'est-ce que ça provoque? Parce que finalement, on est toujours dans l'enveloppe de Delibes, c'est-à-dire qu'on garde les intentions. Mais ça c'est beaucoup mieux. Et on modifie les choses harmoniquement. Donc qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça perturbe? Est-ce qu'on se dit « Ah, c'était comme ça, Delibes, je ne me souvenais plus que c'était comme ça » ou voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et celui-là, je crois qu'il dure à peu près 4 minutes. Ça va être une scène de... Ça va être une chorégraphie de décor. Parce que tout le décor est mouvant. Et en fait, c'est toute une scène où le décor est en train de bouger. Et où la danseuse principale, Swanhilda, en fait, je vais faire comme dans les séries à la télé, où tu as le résumé de l'épisode précédent. Et en fait, le public, à la fin du premier acte, va pouvoir, au travers de sa mémoire, se rappeler tout ce qu'elle a vécu dans ce premier acte, ce qui fait un espèce de résumé, comme des flashs qui vont arriver, avec le décor qui va être sur un principe d'ardoise magique, qui permet de faire arriver des images, en faire partir d'autres. Stop. Yes. Et puis là, c'est le grand luxe, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, si je m'aperçois chorégraphiquement que la musique de Delibes originale est trop longue ou trop courte, on a toujours la capacité, instantanément, soit de la raccourcir, pour coller en fait toujours à l'idée chorégraphique. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais dire là,
que certaines scènes ont été chorégraphiées parce que je n'avais pas le choix que de ne pas les chorégraphier, parce que la musique était là. Donc il y a vraiment une volonté réelle de coller au plus près de la dramaturgie. Et ça, c'est très très nouveau pour moi, et je dois dire que c'est vraiment là un moment particulièrement jouissif. Et je trouve un peu que la tête, un peu après, faut pas mettre des Duracell. Hein. Ok, c'est important. Putain, elle est vraiment grillée, la pauvre, le circuit est à changer. Oui. Là, à 2 mois, 3 mois de la création, vous en êtes où dans votre création? Alors j'en suis à ce moment magique que j'aime beaucoup, qui est de ne jamais vouloir décider en avance qui va faire quoi, de me laisser aller à l'émotion du jour, c'est-à-dire je rentre dans le studio et je choisis les gens avec qui ce jour-là je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affinité, de la chimique, quelque chose qui fait qu'on a des choses à se dire les uns et les autres. Et j'ai pris le ballet dans l'ordre, curieusement, parce que j'avais besoin de définir l'identité des personnages. Il y a 5 personnages principaux. Hein. Le premier, c'est cette fameuse Coppelia, qui, dans tous les ballets traditionnels, n'existe pas, puisque c'est un automate. Donc on met en général une poupée. Voilà. Sauf que moi, c'est une danseuse. Le personnage de Coppelius, qui est cette espèce de savant fou, qui a l'ambition de créer un personnage idyllique. Donc c'est un docteur Frankenstein, c'est un docteur, c'est Edison dans le livre de Villiers de l'Isle-Adam, c'est Faust, c'est celui qui a l'ambition de dépasser Dieu, qui va créer l'être idéal. Et puis il y a la petite Swanhilda, qui est une jeune fille fraîche, vivante, assez autoritaire, espiègle, qui est amoureuse de cet autre personnage, qui est le petit Franz, qui est ce jeune garçon assez sympathique, etc. Et la trilogie, finalement, de cette pièce, c'est l'amour entre Franz, Swanhilda et Coppelia. C'est-à-dire, encore une fois, dans toutes ces grandes œuvres-là, on pose la problématique, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que l'amour, c'est la relation passionnelle, charnelle, etc. Est-ce que l'amour peut être magnifié? Est-ce qu'on peut considérer que l'amour peut être quelque chose de totalement immaculé, qu'on peut y donner une dimension idyllique? Moi, ça fait 60 ans que je cherche, je ne suis pas encore sûr d'avoir trouvé, donc je cherche encore sur le plateau, là. Ça, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus sec. J'ai fait 15 minutes de chorégraphie, ce qui est très très rare pour moi, parce que je travaille dessus depuis 15 jours. Ça veut dire que si on enlève le dimanche, je suis à plus d'1 minute par jour. Alors, c'est un détail. Moi, je ne calcule jamais comme ça, parce qu'il y a des jours où je fais 3-4 minutes de chorégraphie, des jours où je rame et j'en fais 15 secondes. Mais je n'imaginais pas que ça sorte aussi naturellement et dans une dimension qui est assez nouvelle en plus. Et ben, je me dis quand même, ça fait 4 ans que j'ai réfléchi, donc c'est un peu normal que le dentifrice soit prêt à sortir. Reste! Hey! Yes! That's nice. Et après, tapa 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 ta. Yes! It's nice when it's a little bit more circles and going around. Exactly. C'est-à-dire, une fois que j'ai défini les personnages, ce qui est le cas maintenant, là, je vais pouvoir me permettre de passer d'un acte à l'autre. Mais j'ai quand même souvent le sentiment que j'aime bien suivre, sauf des scènes très précises qui sont un peu... Voilà. Ouais. J'aime bien suivre la chronologie, parce que là, j'ai un peu le sentiment, en fait, d'être un écrivain dans ce moment-là, puisqu'on traite d'un ballet narratif. Ouais. Il faut qu'il y ait une logique dans ce que je raconte, qui soit liée finalement à ce que je vais vivre. Donc, m'obliger peut-être à vivre la fin avant d'avoir fait le début... C'est assez terrifiant. J'aime bien me surprendre moi-même dans l'écriture et ne pas forcément savoir exactement où on va. Là, j'ai beaucoup travaillé avec... j'ai travaillé avec des amis, en fait, très proches. J'ai travaillé avec Geoffroy Staquet, qui est notre responsable, un des responsables de la communication au ballet, qui s'occupe de tout ce qui est graphisme, qui est un passionné de littérature, etc. J'ai voulu qu'il travaille avec moi sur la dramaturgie. Donc, il travaille beaucoup avec moi. C'est un aller-retour, comme ce que j'avais fait avec Jean Rouault, mais là, je le fais avec un inconnu, mais qui me connaît bien.
Donc, on aime construire ensemble, comme ça, de manière quotidienne. Il vient voir les répétitions, il me donne 2-3 réflexions. Souvent, je l'envoie bouler. Souvent, quand même, j'absorbe un peu ce qu'il a dit. Puis, je vais retirer un petit quelque chose. Ou avec Josu Zabala, mon autre collaborateur, qui de temps en temps passe. Hier, il m'a sorti une épine du pied, par exemple. J'étais coincé sur un petit truc, je n'arrivais pas à trouver la solution. Il s'en est même pas rendu compte. Il m'a dit quelque chose qui m'a sauvé, qui m'a permis de trouver l'idée dont j'avais besoin. Et en fait, c'est ça, c'est la beauté de la chorégraphie. Hein. Encore une fois, moi, je les respecte beaucoup, je les admire, même ces chorégraphes qui arrivent à totalement s'isoler, penser les choses seuls, du début à la fin. En fait, non, on se doit d'être à l'écoute, on se doit d'être attentif. Et encore une fois, la chorégraphie, c'est un art qui ne se fait pas tout seul. Ne serait-ce que par la musique, les arts plastiques, on a besoin de tout ça autour de soi. Donc, autant accepter l'idée que c'est un travail collectif. That's nice. That's nice. I will be here. Derrière. I mean, you're here, yeah. And we could do the last one with them. Tadadam. Enfin, pas the last one parce que vous avez a new one. One more, hey. One more, hey. Crying. Stay on half point. It's better when you, yes. Watch, Anana. Watch him. Et dans votre maison de travail ici, nous, on a la chance de pouvoir découvrir avant tout le monde déjà la maquette du décor. Exactement. Elle est derrière, là, dans mon petit... Et oui, parce que c'est très important, parce que je peux jouer avec. Je leur ai demandé de me faire une petite maquette volume. Alors, les décors et les costumes sont faits par cette jeune artiste avec qui j'avais travaillé sur Abstract Life, qui m'avait bien fasciné, qui s'appelle Aimée Morini. Et elle m'a fait un truc assez étonnant. Curieusement, d'ailleurs, quand je le regarde, j'ai une pensée pour mon ami complice et plus encore qu'est Ernest Pignon-Ernest, parce que c'est un décor très blanc, mais très noir aussi. Et ça, Ernest, par contre, il n'aimait pas le noir. Le principe est tout simple. Hein. Les coulisses, c'est toujours droit. Donc pour la première fois, on n'a que des obliques. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est tout monté sur des ponts électriques, ce qui fait que je peux les déplacer comme je veux, de manière électronique. Ça, c'est le premier acte. Et au deuxième acte, toutes ces choses-là s'ouvrent. Tchac. En fait, tu vois, le chorégraphe, c'est être gamin, quoi. Moi, je joue encore au château, moi. Je joue encore au cow-boy. Et le deuxième acte, c'est la même chose, mais tout en noir. Poum. Ça tombe. Tac, ça se referme. Et après, hop. Devant chaque plan, il y en a un nouveau qui arrive. Tchac. Et tu vois, là où avant tout était courbe dans ce sens-là, tout devient courbe dans l'autre. Tchac. Oh, si c'était aussi simple en théâtre. Tchac. Et tchac. Et ça, c'est la cabine dans laquelle se trouve Coppelia, parce qu'elle est, c'est un être artificiel. Elle est donc complètement prise par des diodes lumineuses et elle a quelque chose de complètement futuriste. Mais on s'apercevra qu'elle est quand même très humaine. Et tu vois que ça crée un œil, qui est le regard sur le monde extérieur. C'est vraiment comme un storyboard finalement qu'on projette sur le spectacle. Et ça a pris beaucoup de temps pour trouver, on a pris beaucoup de temps pour trouver la finalité de la scénographie, parce qu'il fallait répondre à cette demande. C'est une traduction de cette histoire traditionnelle qui, normalement, en décor, c'est une petite place de village avec une maison à gauche et un petit balcon. Souvent, il y a un peu de lierre qui tombe. Et voilà. Et c'est la journée des mariages. Ils arrivent sur cette place et il y a cette petite place avec un petit balcon où se trouve la fameuse Coppelia qui est derrière une fenêtre et qui lit un livre. Bon. Comment traduire ça d'une manière contemporaine ? Et bien en fait, on a inversé cette relation cour-jardin, on est rentré dans une relation devant-derrière. Et on a créé finalement un espèce d'espace qui nous laisse imaginer que derrière le décor, il y a l'atelier de Coppelius. Premier acte, on est dans la rue avec l'atelier de Coppelius qu'on peut soupçonner derrière. Et deuxième acte, on passe dans l'atelier de Coppelius, mais on voit encore la rue qui se retrouve de l'autre côté. Donc on est sur devant-derrière.
Ça crée une dimension intéressante et souvent, assez peu souvent, souvent on utilise cour et jardin d'un point de vue dramaturgique, très rarement devant-derrière. Et là, c'était intéressant de créer cette profondeur entre les deux. Encore une fois, malheureusement, on est victime de ce merveilleux Grimaldi Forum. J'espère qu'après que cette scène sera traduite, parce qu'il y a déjà beaucoup d'intérêt suscité au niveau des tournées pour ce nouveau Coppelia. Super joli, mais je me demande si Coppelia... À 2 pas du bureau de Jean-Christophe Maillot, dans l'ambiance feutrée de l'atelier des costumes, Aimée Morény, créatrice des décors et des costumes, travaille avec Jean-Michel Lenné, le chef costumier, et toute son équipe. Aimée, ce nouveau ballet s'intitule Coppel IA. IA comme intelligence artificielle. On peut donc imaginer qu'il y aura des robots sur scène. Non, c'est plus intemporel, disons qu'on traite la chose... Bon, évidemment, il y a l'intelligence artificielle, mais la recherche de la beauté, la recherche de l'être parfait a toujours existé, en fait. C'est juste qu'on l'a ramené à notre époque, mais on essaye de le traiter quand même d'une façon intemporelle, qui soit pas datée, en fait. Ce sera ni d'hier, ni de demain, ni d'aujourd'hui, c'est un discours... éternel, en fait. Plus c'est court. Plus c'est court, donc c'est juste ça qu'il faut trouver en fait à chaque Ouais. fois. Là, en refermant un peu moins, ça va remonter un peu moins. D'accord. Parce que c'est joli comme l'espace entre Ouais, mais en même temps, oui, mais c'est joli que ce soit quand même assez grand, parce que s'il saute, Ouais. tu vois, et en même temps, ça peut le faire avec l'élasticité. Et est-ce qu'il y a des tons, des couleurs déjà décidés? Votre précédente création, tout était noir. Ouais. Et ici? Ici, c'est le premier acte est très blanc et le deuxième acte est plus dans l'ombre. Mais en fait, il y a vraiment 2 mondes, donc les costumes s'adaptent à ces 2 mondes. C'est un monde très lisse, très parfait, très ennuyeux dans le premier acte. Et on découvre l'acte 2, le monde de Coppelius, le savant fou, où là, c'est plus bordélique, c'est plus dérangé, c'est plus dans la recherche, etc. Et c'est caché, donc c'est dans l'ombre de la société parfaite. Yes. On est à 15 jours de la première, donc on voit à la fois le chemin parcouru, on se rend compte à peu près où on en est, ce qu'on veut faire, et puis il y a une espèce de précipitation puisqu'on va rentrer au Grimaldi Forum lundi prochain, ce qui veut dire que là on va enclencher tout ce qui est travail avec le décor, travail avec la lumière, travail avec les costumes, qui ont pour but d'enrichir, ou en tout cas de révéler de manière magnifiée ce qui a été fait avant. En tout cas, pour le moment, il y a une satisfaction, c'est que je suis à peu près allé là où je voulais, que la relation avec la musique s'est passée magnifiquement bien. Il y a même vraiment une rencontre dont je suis très heureux, qui dépasse très très loin cette relation privilégiée que j'ai avec mon frère. C'est-à-dire qu'on peut vraiment regarder ça comme d'un point de vue artistique de manière assez intéressante pour moi. Et puis les danseurs sont en train de trouver petit à petit ce qui va faire que la pièce va prendre vraiment un sens particulier. Donc je suis assez confiant pour le moment. 11 jours avant la création de Coppel IA, le chorégraphe directeur Jean-Christophe Maillot, avec ses danseuses et ses danseurs, découvre les décors du ballet, décors installés sur la scène du Grimaldi Forum. Je suis très satisfait. Je suis même impressionné. Je suis assez ravi du travail. Je dois dire que ça apporte quelque chose de complètement étonnant. C'est la première fois qu'on va aussi loin en faisant toutes les frises en blanc, etc. Au niveau de la lumière, c'est absolument magnifique. Je suis très excité. Très excité.
Mais ça fait 3 mois que vous êtes excité. Oui, je pense que Ça c'est va s'arrêter quand même. Mais non, mais je pense que voilà, c'est souvent aussi il y a ce moment un peu délicat quand on a fait dans le studio tout le ballet, qu'on trouve une forme d'intensité parce que on est proche des danseurs, on est vraiment que dans la chorégraphie, et puis tout d'un coup on arrive sur scène et souvent il y a une perte de force par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On pourrait croire que c'est toujours un plus et parfois c'est un moins. Mais parfois, le décor magnifie les choses, les costumes magnifient les choses. J'ai l'impression, on va voir, hein, on arrive, j'ai l'impression que ça va plutôt dans ce sens-là que dans un sens défavorable. Vous allez faire quoi en fait cet après-midi pour ce premier contact? Alors on va prendre conscience de l'espace, on va trouver des solutions que j'ai pour le moment fait de manière abstraite sur tout ce qui est les entrées et les arrivées, parce que n'ayant pas le décor, je ne mesurais pas exactement comment les choses allaient fonctionner. Et on va décider de tous les déplacements des murs, on va créer toutes les zones, en fait on va créer vraiment le spectacle d'un point de vue plastique. Donc on va être moins axé sur ce qu'ils font eux chorégraphiquement, mais plus comment eux s'intègrent à l'ensemble du décor. Il y a eu 3 mois de travail intense. Est-ce qu'il vous est arrivé à certains moments d'hésiter, voire de douter? Oui, il y a eu 2-3 nœuds où je sentais bien que je ne trouvais pas la solution à ce que j'envisageais. Mais si j'osais le confier, je dirais que assez peu. Les choses se sont passées d'une manière assez douce, assez évidente. Je pense quand même que c'est un spectacle qui germait depuis un certain temps dans ma tête. Et donc, il y avait quand même une conscience réelle de ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, non, ça a été plutôt un accouchement sans douleur. Le 27 décembre 2019, la première de Coppel IA de Jean-Christophe Maillot a fait un triomphe, salle des Princes du Grimaldi Forum. On suivit 8 autres représentations à guichet fermé. Plus de 10 000 spectateurs ont applaudi cette nouvelle création mondiale des ballets de Monte-Carlo. Une création qui, nous n'en doutons pas, partira bientôt avec le même succès sur les routes du monde entier.